Bonjour et bienvenue dans notre émission Terre d'entrepreneurs sur Dig Radio. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Bossard. Bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, donc Christophe Bossard, j'ai 53 ans, originaire de Montaigu. Donc j'ai suivi une formation de boulanger sur Montaigu dans un premier temps par le biais d'un CAP. Et puis ensuite, j'ai continué vers un brevet de maîtrise sur une autre entreprise montacutaine à l'époque, donc pour améliorer mes compétences en matière de gestion, d'organisation et d'aspects techniques de notre métier. Alors juste une première question, comment tu as choisi ton métier ? T'aimais ça ? Tu voulais être boulanger ? C'est tes parents ? T'étais mauvais à l'école ? C'est quoi ? Alors tout jeune, j'avais deux choix dans ma tête qui sont restés vraiment jusqu'au moment de me décider, qui étaient donc le métier de boucher ou le métier de boulanger. Pour aucune raison a priori familiale, puisque dans la famille personne n'exerçait ce métier-là. Je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais j'avais au fond de moi-même vraiment cette envie de ne jamais envisager un autre métier. Alors je reviens sur ma question de l'école. Est-ce que finalement l'école c'était pas ton truc, ou est-ce que tu étais un pas mauvais élève et vraiment tu avais cette envie-là ? J'avais pas envie de continuer l'école. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était un choix de jeune adolescent, on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est pas un problème de capacité. C'est-à-dire que c'est un vrai choix que tu as fait. C'est parce que tu t'es dit, ce métier, il est beau. Parce qu'en fait, j'insiste là-dessus parce que souvent, c'est des choix par défaut où les parents disent, bah, t'as été pas bon à l'école, donc à faire un métier artisanal. Alors que toi, d'après nos premiers échanges, c'est un vrai choix parce que t'es passionné de ces métiers-là, quoi. Je sentais avoir la passion d'un de ces deux métiers-là sans les connaître. Donc c'est un peu curieux puisque c'est pas forcément écrit, mais l'avenir me montrera que je me suis pas trompé. Bon, voilà. Alors vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé, continue ton parcours. Donc quelques années dans l'artisanat pour perfectionner un petit peu mes bases de métier, et puis rapidement je me suis rendu compte que à travers nos bases techniques, il nous manquait dans l'artisanat à cette époque-là des aspects gestion, qui étaient importants pour envisager l'avenir sous d'autres formes. Bah, pour être un bon boulanger, t'as pas besoin de gestion. Pour être un bon boulanger, il faut savoir quand même manier un petit peu les chiffres au quotidien pour les recettes. Si on veut être son propre patron, non ? Voilà, mais dans l'objectif... T'avais ça aussi en tête ? Voilà, dans l'objectif, c'était un jour peut-être reprendre une entreprise existante ou peut-être créer tout simplement. Donc je me projetais un petit peu dans l'avenir, plus ou moins proche, sans en connaître vraiment le dénouement, quoi. Et là, t'avais quel âge ? Et j'avais 19 ans. Et à 19 ans, t'avais dans le coin de tête ces étapes-là ? C'est-à-dire que demain, je vais être patron. Je suis un bon artisan, mais j'ai besoin de plus pour demain être patron ? En fait, ce qui m'a amené ces envies de vouloir remettre en cause mes compétences, mes domaines d'application, c'est le sport. À travers le sport, j'ai eu envie toujours, je me suis beaucoup interrogé dans les sports que j'appréciais, pas forcément que je réalisais, à travers notamment les sports mécaniques, où je voyais cette envie de toujours remettre en cause ses compétences, d'améliorer la performance au quotidien, et je me suis beaucoup impliqué de ça pour pouvoir le mettre à profit dans mon domaine de prédilection. Ok, la performance, recherche de la performance, et ça a commencé par la course à pied dans un premier temps avec des gens passionnés. 3 semaines après avoir commencé à courir, je faisais un semi-marathon. Voilà, donc et je m'entraînais sur un bâtiment de guerre pendant l'armée en pleine mer. Ok, donc on va revenir sur la boulangerie. Alors une fois que tu es un bon artisan, donc une fois des compétences de base dans l'artisanat, j'ai décidé d'aller en grande distribution pour parfaire mes compétences de gestion. Donc découvrir un autre univers tout en restant dans mon métier pour justement compléter mes compétences. Alors là, comment ça a été pris ? Parce que l'artisanat, on a tendance à dire c'est plutôt noble et tout ça. Et là, tu parles de grande distribution. Où souvent on assimile moins ça à un métier artisanal moins noble. C'est vrai qu'en 1991, c'était pas forcément évident. On avait tendance à dénaturer cette branche de notre profession, qui était mal vue effectivement. Mais moi, j'avais mes objectifs en tête et j'étais convaincu que tout n'était pas négatif comme dans tous les secteurs et qu'il fallait peut-être se rapprocher d'eux pour un peu mieux maîtriser des aspects qu'on ne découvrait pas dans l'artisanat. Alors c'est quoi les aspects que tu as appris en grande distribution ? La gestion, proprement dite, d'un rayon de boulangerie, les achats de matières premières, la gestion du personnel, les coûts de revient. Donc les marges forcément sont très importantes dans tous les métiers, dans tous les univers, mais à cette époque-là en grande distribution c'était vraiment très important. Donc ça m'a fait grandir dans la profession et me développer par la suite dans des univers que j'avais déjà appréhendés mais que je sous-estimais finalement.
finalement, quoi. Alors, en grande distribution, t'as fait quoi exactement? Donc je suis allé dans 2 enseignes. La première, c'était Auchan. Auchan, donc là où j'ai été recruté pour l'ouverture du Auchan Saint-Sébastien. Donc c'était en 1990 ou 11. Et puis ensuite, je suis allé chez Leclerc, donc là où j'ai été responsable de rayon pour le projet d'ouverture du rayon boulangerie au centre Leclerc de Montaigu. Ok, donc là, tu as fait toute la mise en place, en fait, tu as créé quelque part une société à l'intérieur d'une société, c'est ça? Voilà, c'était la création de la boulangerie du centre Leclerc, avec les choix à l'époque vraiment complètement libres en termes d'investissement, de création de gamme, de recherche de personnel, ça a été vraiment très riche. Alors c'était normal que ça soit libre, hein. Le propriétaire était vachement cool là-dessus, parce que c'est pas l'image qu'ils ont de l'extérieur, et moi, j'ai rien contre Leclerc, mais l'image c'est qu'on a l'impression que c'est hyper structuré, que c'est comme ça, et que on laisse pas forcément beaucoup d'initiatives. Si, toi, tu avais les mains libres. Mais à l'époque, chaque magasin de centre Leclerc, comme aujourd'hui, était indépendant. Ouais. Et ces gens-là, c'était un métier nouveau pour eux. Donc, ils avaient besoin d'avoir une confiance totale vers un collaborateur qui puisse leur apporter le besoin en tant que tel, quoi. Oh, ok. Et donc, expérience en grande surface, ça a duré à peu près combien de temps? Donc là, 4 ans également, le temps de lancer un rayon, créer une gamme, développer le rayon boulangerie. Pour la petite info, nous sommes passés de 0 quintal à l'époque à 200 quintaux mois. Donc sur une création. Donc c'est dire le besoin et le développement intéressant qu'il y avait, quoi. Alors, ça représente combien de baguettes ou de pain, ça, 200 quintals ou quintaux? Quintal, je dirais, pour un quintal, je crois qu'on faisait, si ma mémoire me faillit pas, environ 600 baguettes. Ah oui, donc ça fait beaucoup de baguettes, quoi. À vérifier. Ok. Et donc après, une fois que ça marchait bien, tu t'ennuyais, si j'ai bien compris ton mode de fonctionnement. Un peu l'envie de relever des défis et des projets à la fois complémentaires et nouveaux. Voilà. Bon, et donc, là, tu te diriges vers quoi? Donc ensuite, toujours pour rester dans cette profession qui me tient à cœur, qui me tenait mais qui me tient toujours à cœur, je me suis dit, j'ai fait l'artisanat, je suis passé un peu dans la grande distribution. Il y avait un autre paramètre que je maîtrisais pas, c'était le circuit industriel. Donc j'ai postulé un jour en allant faire des relevés de prix aux herbiers, donc dans un centre Leclerc pour notre magasin de l'époque, et j'ai postulé dans une entreprise qui s'appelle La Boulangère, donc, où là j'ai été reçu un petit peu, on va dire à l'arrache, puisque le chef d'entreprise de l'époque, Monsieur Fillon, n'était pas disponible ou pas là, et je suis ressorti de l'entreprise en me disant je reviendrai plus tard, et j'ai rencontré quelqu'un sur les bandes de pelouse à l'époque, dehors, et spontanément je suis allé vers lui, et c'était Monsieur Fillon. Donc on a échangé rapidement, il était lui aussi... Et pourquoi t'es allé le voir? Qu'est-ce qui t'a pris? Je sais pas, une espèce un ressenti comme ça naturel qui me prenait, et je me suis dit c'est peut-être lui, peut-être pas lui, je sais pas. Mais t'es allé, t'es abordé, bonjour, est-ce que vous êtes Monsieur Fillon? C'est ça. C'est ça. Et donc, de fil en aiguille, on a discuté. Et puis, issu de la même filière, c'est-à-dire l'artisanat, il était, je pense, un peu surpris peut-être de ma démarche, mais il m'a donné rendez-vous pour la suite. Donc, on s'est revus à différentes reprises. Et puis, j'ai été amené à travailler au sein du groupe, dans une entreprise du groupe Norac à l'époque, en Bretagne, à Guingamp. Et puis ensuite, un jour, il m'a proposé un poste de responsable de production, puisqu'il y avait un poste qui se libérait. Donc voilà, la découverte du monde industriel m'a passionné, parce que là, c'est comme si je repartais de zéro, quoi, avec des bases artisanales, mais un univers qui est complètement différent dans les process de fabrication, la qualité qui était aussi déjà en place, les circuits de transfert entre les différents services, production, conditionnement, expédition. Enfin bref, c'était un univers qui m'a marqué à jamais. Et on va faire une petite pause musicale, puis tu vas nous raconter après ton quotidien de chef d'entreprise, ou tes quotidiens, parce que tu es un multirécidiviste. Mais j'aimerais bien que tu nous racontes, tout à l'heure tu me l'as dit, et ça m'a fait marrer aussi, comment tu as décidé de devenir chef d'entreprise, et justement tu en as parlé a priori avec Monsieur Fillon. Si j'ai bien compris, c'est à cause ou grâce aux 35 heures, ça? Un peu, oui, un peu. J'avais cet état d'esprit de vouloir m'engager. Quoi que je fasse, m'engager. Ça, c'était un maître mot, l'engagement. Et l'engagement, c'est synonyme de sans compter. Donc, pour moi, à l'horizon 35 heures, qui était après-demain à l'époque, je me suis dit, je peux pas rester dans cet univers, moi, avec mon état d'esprit. Je me voyais pas continuer dans ce cheminement. Donc, un jour, j'ai dit à M. Fillon, j'ai dit, je pense que je vais m'en aller. Il m'a dit, pourquoi?
Et je lui explique, je lui dis, je suis pas l'homme d'une situation pour vivre les 35 heures dans un grand groupe comme le vôtre et en devenir. Et là, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, t'as raison. Donc ça m'a un petit peu... C'est impressionnant ça quand même. Aller voir son patron pour lui dire écoute, j'ai pas envie de bosser pour toi parce que je bosse pas assez et la vie est trop belle et tout ça, et que ton patron il te dise vas-y, c'est surprenant quand même. C'est une projection dans le temps en fait, hein. Et aujourd'hui je paie en son âme, mais je lui dis merci parce qu'il m'a aidé aussi. Parfois on a des électrochocs comme ça au cours de la vie avec des rencontres spontanées ou pas d'ailleurs, mais qui nous apportent alors parfois une confirmation de ce qu'on ressent, mais parfois un rebondissement vers des univers un peu différents, tout du moins qui nous permettent de réagir et de se remettre en cause. Bon, on va faire une pause musicale et on va écouter après ton histoire de tes entreprises, qui là aussi, si je t'ai invité, c'est parce que j'ai rien compris. J'ai rien compris au cumul des choses, mais tu m'as dit si, tout est normal, tout se passe bien, donc c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Radio, la radio qui vous écoute. Nous sommes de retour dans notre émission Terre d'entrepreneurs avec Christophe. Alors Christophe, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette chanson-là ?
Alors pour plusieurs raisons, principalement j'adore l'artiste, Bruce Springsteen. J'aime bien sa longévité dans le temps, puisque c'est vrai qu'il a quelques années d'expérience. C'est un homme de spectacle parce qu'il adore les lives. Il est juste le contraire de ce que je suis, c'est-à-dire œuvrer en public. Donc moi je suis plutôt quelqu'un qui préfère être en coulisses. D'ailleurs je fais un peu de musique, je suis batteur, mais je préfère me cacher derrière des cymbales que d'être l'homme de la situation et le chef du groupe, quoi. Bon, merci pour ce moment musical, en tout cas, qui était très sympa, une version plutôt originale. Donc, dans la deuxième partie, on va parler de ta vie d'entrepreneur ou de tes vies d'entrepreneur, où j'ai dit tout à l'heure que je comprenais rien dans la logique, mais tu m'as dit si, tout est logique et tout se suit, alors vas-y. Oui, donc par rapport à ce qu'on évoquait donc, de mon métier de boulanger, à travers les différentes expériences menées, on a eu l'occasion d'élargir nos gammes de produits et de se diriger vers la pizza. Alors, tu as commencé déjà par racheter une boulangerie, c'est ça? Voilà. Et plusieurs. Voilà, on a eu quelques boulangeries là sur Saint-Hilaire de Loulay, Saint-Hilaire de Clisson, Clisson et Saint-Fiacre. Et donc ces étapes nous ont apporté au fil des années, ça a duré 7 ans, cette expérience-là, l'envie de développer aussi dans les magasins des produits Excuse-moi, comment on fait pour gérer 4 boulangeries? Parce qu'une boulangerie, je vois bien, on est tout le temps là, souvent on voit le boulanger. Toi, fatalement, tu peux pas être dans les 4 boulangeries en même temps. Et t'as dit c'est que vous êtes 2. Alors, donc ma femme était forcément à l'origine du projet, elle est toujours là avec moi également, et ça s'est fait par le biais de salariés qui nous accompagnaient dans ces projets-là, en sachant que sur les 4, on avait 2 points de vente. Donc il y avait à l'époque une boulangerie principale sur laquelle on fabriquait, une seconde qui est devenue un véritable fournil, donc boulangerie à part entière, et puis les 2 autres qui étaient des points de vente. D'accord. C'était plus facile. Et de par l'expérience que nous avions, nous avons aussi complété cette activité par de la fabrication de brioches que ma femme allait distribuer en grande distribution sur des opérations commerciales avec de l'animation le week-end. Ok. Donc ça, c'était aussi dans le développement de notre activité, avec aucune intention de se développer sur cette partie-là, mais en complément d'activité par rapport à un savoir-faire qui était le nôtre, quoi. Ok. Et donc là, c'est pareil, tu as développé des nouveaux produits, si j'ai bien compris. Voilà, tout à fait. Des nouveaux produits, et puis de fil en aiguille est apparu des besoins sur des soirées ponctuelles de pizza emportée directement de nos magasins. Et donc, chose que nous avons faite. Et puis un jour, est arrivé un projet de créer une pizzeria emportée. Donc, ce qui a été fait en 2010, quand nous avons laissé la dernière boulangerie. Ah ouais, donc en fait, tu as revendu les boulangeries, voilà. Et tu as fait des pizzas parce qu'en fait, tu as vu qu'il y avait un vrai métier, que c'était des métiers assez proches en fait, c'est ça, si j'ai bien compris, c'est que... Tout à fait. L'univers de la pâte, qui est un univers du métier proprement dit de boulanger, m'a permis de rebondir sur des fabrications de pizza, puisque je pense encore qu'à aujourd'hui, ce qui fait le principal atout d'une pizza, c'est la pâte en fait. Donc je travaillais avec des produits nobles et je fabriquais mon levain. Donc on était sur des bases de levain naturel, ensemencé avec des produits à base de miel, et c'est un levain qu'on a conservé, que je conserve encore aujourd'hui pour la souche, et qui nous permet de renouveler le cas échéant des besoins ponctuels. Donc tu as été boulanger avec 4 boulangeries, tu as été pizzaiolo, c'est comme ça qu'on dit? Voilà, tout à fait. Voilà. Et après? Et ensuite, pizzaiolo, on avait une occupation qui était 7 soirs par semaine, c'est-à-dire tous les soirs, mais de par l'activité précédente, on trouvait un petit peu le temps long dans la journée, et est venue l'idée de reprendre une entreprise de location de vaisselle qui était basée et qui est toujours basée à Tressepty, qui s'appelait GN Décor, et que nous avons repris au tribunal de commerce à La Roche-sur-Yon en 2013. Alors ça, est-ce que ça veut dire que tu avais l'idée avant, ou est-ce que c'est l'opportunité qui a fait? Oui, c'est plutôt ça. C'est l'opportunité qui a fait. Et puis ensuite, je me suis rapproché de gens qui étaient nos clients du temps de la boulangerie, c'est-à-dire des restaurateurs, traiteurs avec qui on collaborait pour la fourniture de pain. Donc, ils m'ont conseillé dans des choix d'orientation dans une éventuelle reprise. Alors ça m'intéresse comme cette partie-là. J'ai jamais eu d'invité encore qui avait fait ça. Je voudrais que tu nous expliques comment on fait pour reprendre une société à la barre du tribunal. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Quels sont les côtés positifs? Quels sont les côtés négatifs aussi? Alors, ça implique
plusieurs choses. La première, c'est une bonne dose de folie, parce que quand on passe à la barre d'un tribunal de commerce pour une reprise d'activité... Parce que oui, globalement, ça veut dire que la boîte avant n'était pas rentable. Elle était Ou a perdu de l'argent, en tout cas. Voilà. Elle était en redressement depuis 7 ans, cette entreprise-là, donc avec un passif énorme pour la taille de l'entreprise. Et là, il faut se dire, soit on est capable de se projeter et de voir ce qu'on peut y faire dans les années à venir avec une bonne dose de risque, ou bien on ne le sent pas du tout et on se dit, on n'y va pas, quoi. Donc, c'est pas dans nos atouts, ça, de se dire on n'y va pas. On s'est plutôt dit, on va se remettre en cause, une fois de plus, pour essayer de relever un défi qui n'était pas moindre. Donc le jour J, on passe au tribunal, et le jour J+1, eh bien, on devient donc l'exploitant de l'entreprise en découvrant l'univers, puisque l'entreprise, je la connaissais pas du tout. Et là, on se dit, on rentre dans une entreprise à 4h30 du matin et on découvre une entreprise qui est complètement noyée. Donc, et là, c'est vrai que ça n'a pas été simple de savoir par quel bout il fallait redémarrer l'entreprise. Donc la priorité, elle était naturelle, c'est-à-dire essayer de stabiliser, de conserver l'hémorragie clientèle. Donc il fallait retourner voir les clients, découvrir un petit peu quels étaient les problèmes récurrents ou pas, et puis ensuite de redéployer une entreprise. Donc une entreprise qui tourne à l'envers, avant d'arriver à un point mort, ça demande un peu de temps. Et puis il faut redéployer l'artillerie, on va dire, pour qu'elle puisse reprendre un volume d'activité et redonner confiance aux clients. Alors, juste pour situer les choses vers les auditeurs, d'une façon générale, quand on rachète une entreprise, il y a 1 an de démarche à peu près, habituellement. C'est-à-dire le temps de réfléchir à son business model, faire des échanges entre le cédant et l'acheteur. Là, en effet, en un coup, on se lance et puis on y va. Donc dans l'étude menée pour la présentation au tribunal de commerce, il y a quand même une période de réflexion qui nous permet d'envisager un petit peu ce qu'on va en faire, le jour J+1. Mais c'est vrai qu'effectivement derrière, ça nécessite beaucoup d'engagement humain et financier pour pouvoir se dire on recule plus, on peut plus reculer. Donc esprit de compétition, envie de se surpasser, ça prenait tout son sens. Voilà. Et aujourd'hui, la barre est redressée complètement. Donc la barre est redressée complètement. C'est jamais complètement parfait. Ouais. Donc il faut toujours se remettre en cause. Mais c'est vrai qu'on a fait un bon bout de chemin. On termine notre 7e année. On a découvert un monde de l'eau. Donc de l'eau à travers le lavage. Donc c'était un environnement qu'on ne connaissait pas bien. Alors à qui on loue de la vaisselle ? Alors on loue de la vaisselle principalement à des professionnels qui sont des restaurateurs, traiteurs, tout ce qui est lié de près ou de loin à l'événementiel pour des activités diverses, au monde associatif pour des soirées, aux particuliers qui sont aussi effectivement des demandeurs et c'est plutôt des métiers nouveaux, donc il faut aussi communiquer, et puis à la collectivité pour des événements ponctuels, cocktails, cérémonies, etc. Voilà. Bon, et donc là on est dans le monde de l'eau et il y a 10 minutes tu m'as annoncé que c'était pas fini. Moi je pensais que c'était ta dernière activité, tu m'as dit non, j'ai encore un autre truc là. Donc le monde de l'eau nous a fait découvrir un univers qui était un peu novice, enfin complètement novice pour nous, et on s'est rendu compte que l'eau elle représente des qualités, mais elle représente aussi des paramètres qu'il faut faire progresser, notamment dans son contenu. Donc pour le lavage c'était des paramètres très importants. Donc on a développé une chaîne de lavage avec du matériel performant pour améliorer la qualité toujours de lavage et de présentation à nos clients. Et puis de là est venue une idée de pouvoir peut-être mettre à profit cette expérience du monde de l'eau dans le monde du lavage, mais cette fois-ci automobile. Donc on a créé une station de lavage voiture sur notre site à Tresseptier pour profiter à la fois de notre expérience acquise dans le monde de l'eau mais pour la vaisselle, et c'est assez similaire finalement. Ça demande pratiquement les mêmes compétences mis à part le matériel, mais dans ce monde de l'eau, d'ailleurs on utilise aujourd'hui du matériel qui sert aux deux paramètres, c'est-à-dire le lavage de la vaisselle et le lavage des voitures. Bon, écoute, moi je trouve ça génial, tu as réussi à me faire comprendre l'histoire, comment on passe de boulanger à laver des voitures, mais que c'est le même métier finalement, c'est génial. Pas tout à fait le même métier. Pas tout à fait le même métier, mais en tout cas j'ai compris la cohérence et le cheminement, et ça c'était vachement sympa. On va bientôt finir. Est-ce que tu peux nous donner un message aux plus jeunes? C'est souvent ce que je demande à la fin des émissions, de ton parcours qui est quand même un peu atypique, moi qui me fait marrer, où j'ai compris finalement. Voilà. Est-ce que tu as un message à passer à ceux qui, comme toi, ont des envies folles ou pas voilà. Moi je dirais que la plus importante ligne de conduite à tenir et à développer pour des jeunes, pour des moins jeunes, c'est d'avoir l'envie à travers des passions qui peuvent se découvrir, qui peuvent se perpétuer, puisqu'on peut aussi transmettre, mais
mais l'envie menée à la passion, accompagnée de la passion, fait qu'on peut tous se remettre en cause, et ça nous apporte surtout une bonne dose de positive attitude qu'on a besoin dans ce pays, parce que finalement, on est toujours un petit peu en train de regarder les verres à moitié vides, mais on peut tellement faire plein de choses qu'il ne faut pas se priver. Il faut donner l'envie aux jeunes de choisir un milieu. Moi, je dis souvent, le rapport avec le sport, l'esprit de compétition, on n'est pas champion du monde, mais par contre, quand on se fait plaisir et qu'on repousse nos limites personnelles, on trouve un intérêt à la vie, à communiquer, à partager. Partager, c'est le maître mot aussi pour transmettre des passions. Et sans passion, il n'y a pas de travail. Bon, merci beaucoup Christophe pour ce beau témoignage. Merci, au revoir.